Le cours du pétrole plonge donc à son plus bas niveau depuis février. Donc on ne va pas trop s'exciter non plus, mais cela fait suite à la décision de l'OPEP+, qui a eu lieu ce week-end. Bonjour Pierre. Bonjour David. Plus bas depuis février. Bon. Non mais c'est intéressant parce qu'on est passé sous les 80 $, on est à 77 sur le Brent, 73 sur le WTI. Ce qui veut dire que quand on prend un peu de recul, que la décision de dimanche de l'OPEP+, l'OPEP plus la Russie, qui est de prolonger donc leur réduction de production en cours jusqu'au mois de septembre, ben, ça a eu l'effet inverse de l'effet escompté, puisque ça a fait baisser les cours. Après, ils n'ont pas annoncé que ça non plus. Non, mais alors déjà, au plus bas depuis février, bon, concrètement, les prix du pétrole, ils sont exactement au niveau en fait, du début d'année. Hein, donc, on est véritablement sur finalement un prix du pétrole qui ne bouge pas beaucoup. On est un peu dans l'épaisseur du trait depuis au cours des dernières, oui, mais au lendemain, dernières semaines et des derniers mois. Qui correspond à une production de, je ne sais pas, 40%, plus de 40%. Oui, une quarantaine de pourcents aujourd'hui. Du marché qui est censé tenir les cours, et après une décision, boum, les cours baissent, on s'interroge. Oui, on s'interroge. Après, très honnêtement, ça m'étonnerait qu'ils scient la branche sur laquelle ils sont assis. Vous savez, en fait, les pays producteurs de pétrole, l'OPEP, c'est un cartel d'ailleurs le seul au monde autorisé. D'ailleurs, on pourrait revenir quand même sur la légitimité en fait aujourd'hui de jouer sur les prix de manière organisée, hein, puisque c'est illégal dans tous les autres domaines. Mais il faut avoir en tête quand même que tous ces pays-là sont très très dépendants des revenus issus du pétrole. Donc, très honnêtement, on n'imagine pas que ces pays puissent véritablement mettre sur le marché suffisamment de barils de pétrole, quitte à faire véritablement s'effondrer le prix du pétrole, parce que ça serait quasi du masochisme, dans le sens où s'ils allaient trop loin dans le fait de déverser en fait, des nouveaux barils de pétrole d'ici la fin d'année, et que pour l'instant, ils prolongent encore jusqu'en septembre. En septembre, il y a des réductions volontaires, il y a plusieurs strates en fait, de réduction. C'est compliqué ce qu'ils nous ont fait, il y a 3 strates de niveau de production. 3 strates, une globale, une volontaire, puis ensuite d'autres pays qui ont dit en fait, qu'eux-mêmes feraient attention à ne pas en remettre plus, donc à baisser en fait, à limiter en fait, leur production. Là, en fait, ce qu'il est question, c'est qu'à partir du mois d'octobre, oui, un certain nombre de pays qui s'étaient engagés à réduire leur production, en fait, remettront progressivement des barils sur le marché. 2,5 millions. 2,5 millions sur un an. Attention, c'est pas tout de suite, c'est sur un an, progressivement. Après, c'est ça qui a fait... évidemment, c'est logique, parce que du coup, les gens vous disent, on est face à une économie mondiale qui ralentit. Vous savez que normalement, le prix, c'est le rapport entre l'offre et la demande. Théoriquement, les prix auraient déjà dû baisser, puisque face à une économie qui ralentit, eh bien, on peut faire l'anticipation, en fait, que la demande de matières premières, elle-même doit ralentir. Ça ralentit partout, la demande d'or noir? Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors c'est là où c'est intéressant quand on rentre un peu dans le détail. Je pense qu'il y a de la géopolitique derrière. Je pense qu'il y a des choses en fait qui sont en train de se tramer. Le monde est en train d'évoluer. Sur la notion de consommation de pétrole par exemple, lorsqu'on regarde l'évolution des consommateurs de pétrole et qu'on fait la différence grosso modo entre pays riches, pays occidentaux ou pays qu'on va assimiler aux pays de l'OCDE versus les pays de non-OCDE, eh bien, il faut avoir en tête que le profil de consommation est en train d'évoluer dans les grandes largeurs. Dans l'OCDE, la consommation baisse. Elle baisse depuis 2020, de manière quasi structurelle. C'est-à-dire que c'est un consommateur qui compte de moins en moins, les pays de l'OCDE, donc qui véritablement, au regard de leurs engagements climatiques, la diversification des sources d'énergie, fait qu'ils consomment de moins en moins de pétrole. À l'inverse, les pays non OCDE, eux, voient en fait leur consommation augmenter, ce qui fait qu'on a un écart de plus en plus grand entre le poids des consommateurs selon là où ils se trouvent et leur modèle économique. Aujourd'hui, en fait, on a une dislocation. Les principaux consommateurs de pétrole sont des pays qui ne sont pas des pays de l'OCDE. Et la Chine, parce qu'on sait que la Chine fait comme la pluie et le beau temps sur beaucoup de matières premières. La Chine, en fait, elle consomme de plus en plus en fait, de pétrole. Alors même si les perspectives de croissance qui sont en ralentissement nous amènent à avoir en fait, des prévisions de croissance qui seront plus faibles que, évidemment, si la croissance caracolait. Donc, la Chine se normalise, mais ayez en tête quand même qu'il y a une forme de dislocation en tant que consommation. Aujourd'hui, il y a deux mondes. Le monde des pays non OCDE qui finalement utilisent le modèle économique que nous avons utilisé par le passé, très consommateur d'énergie, très producteur, et le monde des pays de l'OCDE qui, eux, sont en train d'organiser leur mix énergétique. Ce n'est pas sans poser de soucis, parce que là, tout le monde montre du doigt la décision de l'OPEP pour la fin d'année. Mais enfin, de qui se moque-t-on tout de même, parce que les chiffres ont la dent dure. Là, vous parlez de l'OPEP, ou l'OPEP+. L'OPEP, c'est à peu près 30 millions de barils jour. Mais les pays producteurs non OPEP, c'est 70 millions. Les pays producteurs de l'OPEP ont réduit volontairement, pour faire attention en fait, à un niveau de prix qui resterait satisfaisant, ont volontairement réduit leur production. Mais d'après vous, est-ce que les autres pays de l'OPEP l'ont fait? Non. Non, pas du tout. Non OPEP. Non OPEP, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté leur production de 2,5%, 3% par rapport en fait à... On parle des Américains, on parle... Évidemment, Américains, Brésil, Canada, etc. Et donc tous les autres finalement ont augmenté, donc c'est quand même un peu fort de café. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en
en affichant une restriction de leur production. Les pays producteurs de l'OPEP, certes, soutiennent les prix. Enfin, eux, ce qu'ils gagnent, c'est qu'ils produisent moins. Certes, les prix sont soutenus, donc ils ne gagnent pas plus. Mais quand les autres pays producteurs non OPEP, eux, continuent d'augmenter leur production avec des prix qui sont maintenus grâce à d'autres, et concrètement, eux, ils gagnent plus. Et ce sont les grands gagnants. Et donc là, il y a de la politique derrière. Il y a quand même se joue quelque chose d'assez fondamental où, au final, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les principaux pays consommateurs sont de plus en plus des pays non OCDE. Or, ceux qui voient l'augmentation en fait, de la production de pétrole, c'est qui ? Les pays, en fait, qui ne font pas partie de l'OPEP, à savoir les États-Unis, le Canada, le Brésil, etc. Donc, d'une certaine manière, c'est pige, je gagne, face tu perds pour les pays, on va dire, de l'OCDE. Et il y a probablement, en fait, quelque chose de ce type qui se joue, en sachant que le contexte est important. Les pays de l'OPEP, c'est des pays dont les modèles économiques sont tout à fait particuliers, sont ultra dépendants des revenus issus du pétrole. Je prends l'exemple de l'Arabie Saoudite, 60% des revenus fiscaux sont des revenus issus du pétrole, 60%, ça n'a jamais été. Tu as besoin d'avoir un baril à $90 pour équilibrer ses comptes. Pour équilibrer ses comptes, et donc les dépenses publiques continueront d'augmenter. Notamment pour transformer le royaume saoudien. Oui, et puis après, on va pas. Enfin, si vous avez le temps, mais je crois qu'on ne l'aura pas, mais décortiquer le modèle économique de l'Arabie Saoudite, qui est complètement en fait inféodé au prix du pétrole et à la production de pétrole, même s'ils affichent une volonté de diversification, elle est très difficile à obtenir. Je rappelle, 60% des revenus issus des revenus du pétrole. Donc concrètement, aujourd'hui, on a des dépenses publiques dans ces pays qui continuent d'augmenter de manière assez vive, face à des recettes qui plafonnent. Donc forcément, à un moment donné, les gars, ils voient, les autres, en fait, ils s'en mettent plein les poches. C'est nous qui soutenons les prix en faisant des efforts. Or, j'ai besoin de revenus pour équilibrer mes comptes publics. À un moment donné, ça devait coincer. Donc, on est dans un peu c'est un peu le dilemme du prisonnier itéré. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Voilà, tout le monde se regarde, tout le monde a intérêt à collaborer, mais au final, on se rend compte que toutes les parties en fait, du jeu ne collaborent pas. Et là, en l'occurrence, ceux qui ne jouent pas le jeu sur ce plan, ce sont les non OPEP. Les pays de l'OPEP, ce sont les pays qui ne font pas partie de l'OPEP. Le juste prix, si tant est qu'il y en ait un aujourd'hui, au vu de la conjoncture économique, de l'offre, de la demande, de la géopolitique, on y est ou pas ? Difficile à dire, mais bon, très honnêtement, vous regardez le prix du pétrole aujourd'hui par rapport à sa moyenne de la décennie qui a passé, grosso modo, on est au même niveau. Donc, alors, en fait, la décennie 2010, c'est des prix du pétrole qui étaient bien plus élevés sur la première partie de la décennie 2010. Bien plus bas après. Voilà, et ensuite, plus bas, non, pas beaucoup plus bas, en moyenne $66 contre, 70. Donc, ça fait plus bas, mais pas excessivement, en fait, plus bas que les niveaux actuels. On l'a connu à $15 au moment du Covid. Oui, d'accord, mais une journée, enfin, dans des circonstances qui sont très, très précises. Mais in fine, notre économie, en sachant qu'en plus, les prix de vente finaux ont augmenté, il y a eu de l'inflation entre-temps. Donc là, on parle, en fait, on est quasi sur les mêmes prix en termes de pétrole, alors que les prix de vente finaux ont augmenté. On peut même considérer que le prix du pétrole relativement à l'ensemble du panier de prix a eu plutôt tendance à décliner par le temps. Donc jusqu'où la chute? Tant qu'on puisse appeler une chute? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de chute. Aujourd'hui, il y a une stabilisation autour de niveaux qui paraissent relativement soutenables tant que l'économie mondiale se tient. Et qui arrange tout le monde? Et qui arrange à peu près tout le monde. Consommateurs, consommateurs-producteurs, mais enfin qui arrange quand même plus les producteurs côté, je le rappelle, non OPEP que OPEP. Donc là va se jouer quand même une forme de RICS, en sachant qu'attention, derrière tout ça se passe une forme de quand même de renouveau d'une forme de guerre froide entre d'un côté les États-Unis et de l'autre la Chine, entre deux blocs, en gros un bloc OCDE, un bloc non OCDE. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que les pays de l'OPEP pourraient progressivement, de par leur dépendance de plus en plus grande aux pays non OCDE en tant que consommateurs, basculer du côté tout de même des pays non OCDE. Donc ça pourrait continuer à renforcer finalement ces deux blocs qui finissent par s'affronter, y compris dans le domaine de l'énergie, avec des gens qui finalement sont des producteurs occidentaux, États-Unis, Russie, essentiellement américains, Brésil, pas Russie, pardon, États-Unis, Canada, Brésil, et de l'autre, en fait, les producteurs traditionnels qui, progressivement avec le temps, vont simplement aller vers et se rapprocher des gens qui consomment ce qu'ils produisent. Et je le rappelle, ce dont ils ont un besoin vital pour maintenir leur économie à flot. Ouais. On sait qu'on est à la veille de la BCE quelque part et la Fed bientôt aussi, d'avoir un cours du pétrole qui est à $73 sur le WTI, qui pourrait peut-être descendre encore un petit peu. C'est tout bénef pour les banques centrales, ça quand même. Oui, de toute façon, le sujet de l'inflation, très honnêtement, on peut continuer à débattre autour de l'inflation, mais on parlait ou on s'inquiétait. On pouvait éventuellement s'inquiéter lorsque les taux étaient au-delà de 5%, autour de 10%. Aujourd'hui, les taux d'inflation, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et on le voit bien, je rappelle tout de même que si l'OPEP n'avait pas organisé volontairement l'administration des prix du pétrole, il sera encore plus bas. Donc la question inflationniste serait encore plus derrière nous. Donc aujourd'hui, non, si les banques centrales sont plus tenues
de maintenir leur posture rigoriste pour des questions d'ordre inflationniste. La seule aujourd'hui question qui vaille pour elles, c'est vont-elles céder finalement ou vont-elles créer une forme d'aléa de moralité en donnant un blanc-seing à des gouvernements qui, quelles que soient les circonstances, continuent d'accumuler des déficits publics. Et pour cela, il faut que l'argent ne soit pas cher. Et donc, c'est plutôt une question. Là, aujourd'hui, ce qui se joue, ce n'est pas l'inflation, c'est les banques centrales peuvent-elles encore assumer un statut d'indépendance du pouvoir budgétaire. Et donc, c'est ce qui joue des deux côtés de l'Atlantique. On risque aussi, si les taux d'intérêt sont trop élevés, qu'il y a trop de déficit, de créer aussi des attaques contre les dettes souveraines de certains pays. Et in fine, c'est la BCE qui est appelée en dernier recours. Oui, mais c'est une question d'assurance. De réassurance. Parce que les investisseurs font toujours un pari sur ce qui va se passer. Si la Banque centrale se positionne tout de suite sans que l'accident arrive, avant même qu'il arrive, eh bien, elle donne ou elle dissémine dans la tête, dans l'inconscient de l'investisseur, le fait que quoi qu'il se passe, rien ne peut se passer, je serai sauvé. Donc, ça ne pousse pas à la responsabilité. Et donc, c'est une question, c'est piloter une économie à travers, pour une banque centrale, à travers le pouvoir monétaire, c'est complexe. Et c'est d'autant plus complexe qu'en plus que lorsque vous prenez une décision, souvent ça a un impact 1 an ou 1 an et demi plus tard. Donc, on est vraiment sur la question, une question qui va être centrale et qui va nous animer, quel que soit l'endroit du monde. Les banques centrales, alors même qu'elles sont devenues indépendantes au début du XXe, parce que les pouvoirs politiques avaient fait n'importe quoi avec l'argent public et ça avait amené en fait à des situations catastrophiques d'un point de vue économique, c'est pour ça qu'elles sont devenues indépendantes. Peuvent-elles encore le rester dans un moment où il est évident que les gouvernements sont un peu tombés dans la potion magique du déficit public et ont beaucoup de mal à en sortir. Allez, merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David.